Pendant des années, les images de la guerre montraient des soldats marchant fermement, des chars avançant sans relâche et des discours pleins de vigueur. Mais il y avait quelque chose qui ne fut jamais montré, quelque chose qui soutenait tout cela de l'intérieur. Comment cette armée continuait-elle à fonctionner lorsque le corps ne tenait plus? Sous chaque uniforme, dans chaque poche, il y avait plus que des balles. Il y avait des pilules, des flacons, des injections, des formules conçues non pas pour soigner, mais pour forcer, pour transformer des corps humains en pièces utiles, capables de résister à la peur, à la douleur et au sommeil sans s'arrêter. Et il ne s'agissait pas seulement des soldats. Les substances circulaient aussi parmi ceux qui donnèrent les ordres. Pendant qu'on dictait des ordres, qu'on signait des exécutions et qu'on planifiait des offensives, quelqu'un passait une dose de plus. Non pas pour la santé, pour une nécessité opérationnelle. Cette consommation n'était pas isolée, c'était une routine, une pratique organisée, silencieuse mais étendue. À quel point l'impact réel de la méthamphétamine, de la morphine et de la cocaïne a-t-il été profond dans le fonctionnement du Troisième Reich? La pilule qui a changé la guerre. Avant que la guerre ne commence, l'Allemagne possédait déjà une drogue censée éliminer la fatigue, améliorer l'humeur et permettre à quiconque d'avancer sans dormir. Elle s'appelait Pervitin. C'était un comprimé blanc, de forme hexagonale, contenant de la méthamphétamine pure. Au début, elle était vendue librement en pharmacie. Aucune ordonnance n'était nécessaire, elle n'était pas régulée par la loi et ne semblait pas dangereuse. Elle était promue comme une solution moderne pour les longues journées, les soucis mentaux et l'épuisement quotidien. L'entreprise qui la produisait, Temmler, était un laboratoire berlinois spécialisé dans le développement de médicaments énergisants. À la fin des années 30, l'un de ses chimistes, Fritz Hauschild, s'inspira de recherches japonaises sur les méthamphétamines et les adapta au marché allemand. En peu de temps, le Pervitin apparut dans les annonces de presse comme une aide idéale pour les étudiants, les employés de bureau, les conducteurs, les médecins et les femmes au foyer. Les publicités affirmaient qu'une seule dose suffisait pour résister à la fatigue et à la tristesse, pour être plus performant et toujours alerte. Durant l'hiver de 1938, les premiers envois arrivèrent dans les pharmacies de tout le pays. Les effets étaient immédiats. Les gens ressentaient une énergie intense, une clarté mentale et une euphorie. Beaucoup ignoraient qu'il s'agissait de méthamphétamine. Pour eux, ce n'était qu'une vitamine puissante. Elle était même vendue sous forme de chocolat que les étudiants universitaires achetaient pour étudier plus longtemps avant les examens. Le produit devint si populaire que des milliers de personnes l'utilisaient quotidiennement sans avoir conscience des risques. À mesure que la popularité du Pervitin augmentait, certains médecins commencèrent à remarquer des effets secondaires. Insomnie, tremblements, sautes d'humeur et une sensation d'épuisement extrême après les heures d'euphorie. Mais les avertissements restèrent rares. La majorité des médecins, y compris les militaires, pensaient que les avantages surpassaient les risques, surtout dans un contexte où l'efficacité était considérée comme une vertu nationale. À cette même époque, l'armée allemande se préparait à une guerre rapide. Les nouvelles stratégies militaires exigeaient vitesse, mobilité constante et des soldats capables de progresser pendant des jours sans repos. L'idée d'utiliser une drogue pour maintenir une armée éveillée et active ne semblait pas si folle. C'est alors que le haut commandement commença à expérimenter l'utilisation du Pervitin parmi les troupes en entraînement. En mars 1939, peu avant l'invasion de la Pologne, les premiers envois de Pervitin furent approuvés et livrés directement aux divisions blindées. Des caisses contenant des milliers de comprimés étaient distribuées. Chacun portait des instructions simples, en prendre un au début de la journée et un autre si la fatigue se faisait sentir. Les résultats surprirent les officiers. Les soldats restaient alertes, marchaient plus de 50 km sans montrer de signes d'épuisement et exécutèrent les ordres sans se plaindre. Le service médical de l'armée, dirigé par le docteur Otto Ranke, décida d'étudier l'impact réel de la drogue dans des conditions de combat. Il organisa une série de tests avec des soldats volontaires. On mesura les temps de réaction, la résistance physique et la capacité de prise de décision. Dans tous les cas, les résultats furent positifs. Ranke conclut que le Pervitin pouvait améliorer les performances militaires lors de campagnes intensives.
Cette conclusion servit de justification pour commencer une distribution massive du médicament aux troupes d'infanterie, unités motorisées et pilotes de chasse. Lorsque l'offensive en Pologne commença, les soldats portaient déjà les comprimés sur eux. Certains rapports décrivent comment ils parcouraient de longues distances, sans dormir, mangeant très peu et restant pleinement opérationnels pendant des jours. Leur capacité de réaction restait élevée, leur enthousiasme aussi, et la fatigue semblait inexistante. Les témoignages recueillis par la suite concordent. Beaucoup se sentaient invincibles, comme si rien ne pouvait les arrêter. Parallèlement, les signes de dépendance commencèrent à apparaître. Nervosité, tremblements, hallucinations et, dans certains cas, effondrement physique après plusieurs jours sans repos réel. À ce moment-là, l'usage civil du Pervitin avait également explosé. Les ventes en pharmacie continuèrent de croître. Les ouvriers, notamment à Berlin, l'utilisaient pour accomplir des doubles journées de travail. Les femmes au foyer prenaient des doses pour faire face aux tâches quotidiennes. Même certains écrivains et artistes déclarèrent l'utiliser pour rester inspirés. Personne ne parlait encore de dépendance. Le produit était toujours considéré comme une avancée médicale du nouvel ordre allemand. La propagande nazie elle-même ne négligeait pas la valeur du Pervitin. Dans plusieurs articles internes, son usage était mentionné comme un exemple de progrès scientifique. Pendant ce temps, le laboratoire Temmler multipliait sa production pour approvisionner à la fois les civils et l'armée. En 1940, des millions de comprimés étaient déjà produits chaque mois. Certaines versions contenaient de la caféine pour renforcer encore l'effet. D'autres étaient vendus comme des toniques reconstituants. Tout était légalisé et soutenu par les autorités sanitaires. Dans les semaines précédant l'invasion de la France, l'armée allemande distribua plus de 35 millions de comprimés aux troupes qui participeraient à la campagne. La guerre éclair nécessitait des soldats infatigables. Les plans d'attaque exigeaient des déplacements continus, des avancées nocturnes et un moral élevé. Le Pervitin semblait être l'outil parfait pour y parvenir. Durant les premiers jours de l'offensive, les troupes traversèrent la Belgique et les Pays-Bas à un rythme record. Elles franchirent forêts, rivières et villes avec une rapidité inhabituelle. Les commandants ne comprenaient pas comment un tel niveau d'énergie pouvait être maintenu sans véritable pause, mais les comprimés étaient là, dans chaque poche, dans chaque sac à dos. Ce qui avait commencé comme un simple complément était devenu une pièce intégrante de l'engrenage militaire. La drogue faisait partie de la machine allemande. Tandis que les chars avançaient et que les lignes ennemies cédaient, peu savaient qu'une grande partie de cette force provenait d'une substance invisible, petite, mais très puissante. L'histoire de cette pilule ne faisait que commencer. Ses effets réels et ses conséquences allaient se faire sentir bien au-delà du champ de bataille. L'armée sans sommeil, Blitzkrieg et drogues en marche. Lorsque Hitler élabora sa stratégie pour conquérir l'Europe, il savait qu'il ne suffisait pas de disposer de chars rapides ou d'officiers ambitieux. Il fallait quelque chose de plus. Quelque chose qui pousse le soldat au-delà de la limite humaine. Ainsi naquit la Blitzkrieg, ou guerre éclair, une manière d'attaquer avec une vitesse extrême, sans pause, sans recul. Pour qu'elle fonctionne, il fallait éliminer un obstacle fondamental, la fatigue. Et pour cela, on utilisa des comprimés. Les méthamphétamines devinrent le carburant invisible de cette offensive. Le Pervitin en particulier cessa d'être vu comme un médicament pour devenir un outil de guerre. Il était distribué en masse. Des milliers de soldats le portaient dans leurs sacs à dos, aux côtés des munitions et des rations. En peu de temps, il fit partie de l'équipement de base. Une aide chimique pour rester éveillé, avancer de nuit et ne pas sentir le poids de l'épuisement. La campagne de Pologne fut le premier test. Elle réussit. En seulement 28 jours, l'armée allemande occupa tout le pays. Les troupes avançaient sans arrêt, par vagues constantes, comme si elles n'avaient jamais besoin de dormir. C'est alors que le haut commandement comprit que le Pervitin n'était pas une aide occasionnelle. Il faisait partie du plan. Avant l'offensive contre la France, plus de 35 millions de comprimés furent distribués aux tankistes, pilotes et unités d'infanterie. Il s'agissait de maintenir le rythme, de ne pas perdre une seule heure de repos. Un commandant raconta que son groupe traversa 300 km en à peine 3 jours, les conducteurs avalant entre 2 et 5 comprimés par jour. Les camions continuaient leur route même la nuit, guidés par des soldats qui ne clignaient pas des yeux. Certains ne mangeaient qu'une barre de chocolat par jour. Ils ne ressentaient ni faim ni peur, seulement le besoin d'avancer.
Le docteur Otto Ranke, chef médical des forces armées, fut l'un des promoteurs de cet usage massif. Il affirmait que la substance aidait à maintenir le moral, augmentait la concentration et permettait de réaliser des tâches complexes sans interruption. Plusieurs officiers de l'état-major lui demandaient directement leur ration chimique. Ranke nota tout dans son journal. Le pervitin était si intégré au quotidien des troupes qu'il était distribué avant chaque grande opération, avec des instructions claires, l'utiliser pour ne pas dormir. Le résultat fut une série de victoires rapides et dévastatrices. Les divisions Panzer avançaient comme une vague irrésistible. Elles traversaient champs, forêts et villages sans s'arrêter. Dans de nombreux cas, elles arrivèrent dans les villes avant même que l'ennemi ait pu organiser la défense. Certaines garnisons françaises tombaient sans tirer un seul coup de feu, surprises par la vitesse de l'avancée. Certains pensaient que les Allemands étaient inépuisables, qu'ils ne se reposaient jamais. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Mais l'euphorie avait un prix. Après plusieurs jours sans dormir, de nombreux soldats s'effondraient. Ils tombaient au sol, incapables de se relever. Certains souffraient d'hallucinations, d'autres de tremblements ou de confusion mentale. Les effets de la méthamphétamine disparaissaient brusquement, et il ne restait qu'un corps épuisé, déshydraté, tremblant. Parfois, il leur fallait plusieurs jours entiers pour se rétablir. C'était comme s'ils avaient été frappés par une maladie invisible. La chaîne d'approvisionnement était également cruciale. Si une unité se retrouvait sans comprimé, le rendement chutait brutalement. Dans certains cas, les soldats privés de leur ration souffraient d'anxiété, de crises de panique, de violences soudaines, de vomissements, voire de délire. L'armée tenta de contrôler la distribution, mais cela s'avéra difficile. Dans certains camps, un petit marché noir vit même le jour. Les doses s'échangeaient contre des cigarettes, de la nourriture ou des faveurs. La dépendance n'était plus une théorie, c'était un problème réel. Durant les premiers mois, les résultats étaient incontestables. Les offensives étaient victorieuses, le moral était au beau fixe, les soldats se sentaient invincibles. Mais avec le temps, les médecins commencèrent à remarquer des signes inquiétants. Augmentation de la pression artérielle, crise cardiaque, insomnie chronique. Plusieurs officiers de haut rang perdirent connaissance, et certains moururent. Un colonel mourut en nageant après avoir pris une dose excessive. Un général de division perdit connaissance en conduisant au front après avoir ingéré plusieurs capsules. Malgré cela, la machine ne s'arrêta pas. L'état-major valorisait plus la rapidité que la santé. Les campagnes de 1941 continuèrent selon le même modèle. Marche sans repos, tour de garde prolongé, soldats éveillés pendant plus de 70 heures. Dans les batailles clés, comme l'offensive contre l'ouest de la France, la méthamphétamine joua à nouveau un rôle crucial. Les Alliés ne comprenaient pas comment les Allemands pouvaient avancer autant en si peu de temps. Même Winston Churchill fut déconcerté par la vitesse des chars allemands. Il ne comprenait pas comment ils pouvaient se déplacer sans pause, sans ravitaillement, et arriver encore en pleine forme à chaque affrontement. Mais ce n'était pas qu'une question de stratégie, c'était de la chimie. Le véritable moteur de ces offensives n'était pas le diesel, c'était les comprimés. Les Français, de leur côté, n'avaient rien de semblable. Leur rythme était normal, leurs soldats agissaient selon le temps humain, manger, dormir, attendre les ordres. Cela leur coûta cher. L'armée allemande arrivait avant les rapports. Quand une ville apprenait que l'ennemi approchait, il était déjà trop tard. Les Allemands étaient déjà là. Un rapport français décrivit l'expérience comme une sorte d'hallucination collective. Les troupes étaient surpassées non seulement sur le terrain, mais aussi mentalement. L'ennemi semblait omniprésent, imprévisible, hors de toute logique. Il ne suivait aucun schéma. Il ne respectait pas les pauses. Il ne s'arrêtait tout simplement pas. La guerre devint mentale, et dans cette guerre, la méthamphétamine fut l'arme secrète. Les soldats allemands n'étaient même pas seulement entraînés, ils étaient altérés. Leur sens, leur endurance, leur perception du temps, tout était sous l'effet d'une substance qui déformait la réalité. Et même si beaucoup ne comprenaient pas ce qu'ils prenaient, ils le consommaient quand même. C'était une partie de la routine, une partie de l'uniforme, une partie de la guerre. La Blitzkrieg n'aurait pas tenu sans ce soutien chimique. Elle n'aurait pas été aussi rapide, aussi efficace, aussi meurtrière. Le mythe du soldat inarrêtable reposait sur une base bien réelle,
Il ne s'agissait pas de mystique, ni de discipline. C'était une question de ration, d'effet, de performance artificielle. Et bien que les effets secondaires aient augmenté avec le temps, à ce moment-là, la seule chose qui comptait, c'était d'avancer. Dormir pouvait attendre. L'industrie du stimulant. Production de masse du pervitin. Dans l'Allemagne nazie, les laboratoires n'étaient pas seulement des lieux de recherche médicale. Ils devinrent une extension du pouvoir étatique. L'un des plus importants fut Temmler, une entreprise jusque-là peu connue qui, en quelques années, se retrouva au cœur de l'effort de guerre. C'est là que fut produit le pervitin, la pilule qui alimenta des millions de soldats et de citoyens. Mais ce que peu savaient, c'est que l'industrie derrière cette drogue fonctionnait selon la même logique guerrière que les usines d'armement. L'histoire commence à Berlin lorsque le chimiste Fritz Hauschild adapta des recherches japonaises sur la méthamphétamine pour synthétiser une version allemande. C'est en 1937 que l'entreprise Temmler déposa le brevet du pervitin. La drogue se présentait sous forme de petits comprimés, faciles à fabriquer, à distribuer et à consommer. Dès le départ, l'objectif était double. Proposer un produit à usage civil et en même temps disposer de quelque chose d'utile pour l'armée en cas de besoin. L'expansion fut rapide. Début 1938, des campagnes publicitaires furent lancées dans toute l'Allemagne. Dans les tramways, les gares et même les journaux, des annonces vantaient le pervitin comme la solution idéale à la fatigue, la dépression et la baisse de productivité. Les médecins recevaient des lettres contenant des échantillons gratuits et on les encourageait à essayer le produit et à le recommander. La stratégie était directe, créer une demande à partir de la base en laissant la société adopter la substance sans intervention directe de l'État. La production explosa. Temmler embaucha davantage de personnel, agrandit ses installations et optimisa ses chaînes de fabrication. Le produit ne nécessitait ni ingrédients exotiques ni machines spéciales. Il pouvait être fabriqué à grande échelle avec des matières premières disponibles dans le pays. Cela le rendait idéal pour une économie déjà tournée vers la guerre, cherchant à minimiser les importations. Le succès du pervitin provoqua une réaction en chaîne. D'autres laboratoires pharmaceutiques allemands, comme Bayer et Merck, commencèrent aussi à s'intéresser aux stimulants. Certains développèrent des produits similaires, d'autres se contentèrent de distribuer ou de modifier les formules originales. Mais Temmler avait une longueur d'avance. C'était le fournisseur préféré de l'armée et il bénéficiait du soutien tacite de l'État. Ses dirigeants savaient qu'ils étaient dans le bon secteur, au bon moment. Avec le début de la guerre, le lien entre l'industrie pharmaceutique et l'appareil militaire se renforça. L'armée commença à émettre des commandes massives de pervitin. Les comprimés étaient emballés dans des boîtes scellées, étiquetés avec des instructions simples et envoyés par train vers les lignes de front. À chaque campagne, le médicament voyageait avec les fusils et les rations. Il devint une partie de l'équipement standard. En 1940, les commandes étaient si importantes que Temmler dut travailler en triple rotation. La production mensuelle atteignait des millions d'unités. Les installations furent encore agrandies. Les processus furent automatisés, de nouvelles usines ouvertes et le personnel formé à grande vitesse. Tout cela avec un seul objectif, garder l'Allemagne éveillée, productive et en mouvement. Mais les soldats n'étaient pas les seuls à utiliser le pervitin. Les autorités civiles le promouvaient aussi auprès des travailleurs. Dans les usines, les bureaux de poste, les hôpitaux, les comprimés circulaient comme faisant partie de la routine. Il n'était pas rare de voir des boîtes sur les bureaux des superviseurs, ou que les équipes de nuit commencent leur service par une dose partagée entre collègues. Cela devint une habitude. On en prenait pour mieux performer, pour ne pas s'endormir, pour supporter le stress. C'était légal, bon marché et surtout autorisé par le système. Il fut même distribué sous forme de chocolat. Les Hildebrand, des bonbons fourrés à la méthamphétamine, étaient vendus dans les kiosques et populaires parmi les femmes au foyer et les étudiants. Ils ne portaient aucun avertissement. Il n'y avait pas non plus de restriction d'âge. Ils étaient considérés comme un produit moderne, symbole du progrès scientifique national. Le soutien du régime était évident. Bien qu'aucune campagne officielle ne fût lancée, les hautes sphères du parti connaissaient l'impact du pervitin. Certains rapports internes du ministère de la Propagande mentionnaient la drogue comme un soutien utile à l'effort national. On parlait d'elle comme d'une drogue du peuple, un outil pour améliorer la performance sans recourir à des méthodes contraignantes.
Il ne s'agissait pas seulement de contrôler le corps, mais aussi de façonner la volonté. La contradiction était manifeste. Tandis que le régime condamnait publiquement l'usage des drogues comme un symbole de décadence, il promouvait secrètement les stimulants comme instrument de contrôle. Le discours officiel exaltait la pureté, la santé et la force morale. Mais les usines de méthamphétamine tournaient sans relâche, soutenues par des contrats d'État et protégées par des réglementations les mettant à l'abri de toute critique. En 1941, certains médecins commencèrent à tirer la sonnette d'alarme. Augmentation des cas de collapsus, dépendance silencieuse, effets secondaires graves. Des mesures furent proposées pour limiter l'accès au Pervitin, mais elles ne furent pas appliquées avec rigueur. Les intérêts économiques et militaires étaient trop importants. De plus, la demande continuait de croître. Dans certains secteurs, sans comprimés, la production chutait. Dans d'autres, les soldats réclamaient leur dose avec plus d'insistance que leurs rations alimentaires. Le manque de régulation mena à des situations absurdes. Il existait des casernes où l'approvisionnement était si abondant qu'un marché parallèle émergea. Les comprimés s'échangeaient contre des cigarettes, des faveurs, voire de l'alcool. Dans les usines civiles, on commença à signaler des vols. Certains employés emportaient des boîtes chez eux. D'autres revendèrent les produits. Le contrôle s'affaiblit. Malgré tout, Temmler continua sa production. Même dans les dernières années de la guerre, alors que les bombardements détruisaient des villes entières, l'entreprise maintenait ses installations en activité. Elle devint un symbole de résistance industrielle, non pas par patriotisme, mais par intérêt. Ils savaient que tant que la guerre continuerait, leurs produits resteraient nécessaires. La relation entre la science et la guerre n'était pas nouvelle, mais en Allemagne, elle atteignit un niveau singulier. Le laboratoire cessa d'être un lieu neutre pour devenir un rouage du régime. Les drogues n'étaient plus des expériences, mais des politiques d'État. Et tandis que des millions de personnes marchaient, travaillaient ou combattaient sous leurs effets, les usines continuèrent de tourner. En silence, sans interruption. Hitler médicament assisté, les injections quotidiennes qui sustainrent le Führer. L'homme le plus puissant d'Allemagne ne faisait confiance à presque personne. Mais il y avait une exception, son médecin personnel. Théodore Morel, un docteur aux manières étranges et à l'apparence négligée, devint la seule personne autorisée à injecter des substances dans le corps d'Adolf Hitler. De 1936 à 1945, il l'accompagna à chaque déplacement, dans chaque bunker et à chaque rechute. Ce qui avait commencé comme un traitement pour des problèmes intestinaux se transforma en une routine quotidienne de drogues, de stimulants et de combinaisons chimiques qui altérèrent l'état physique et mental du chef nazi. Tout commença lorsque Morel soigna avec succès Heinrich Hoffmann, le photographe personnel de Hitler. Reconnaissant, Hoffmann présenta le médecin au chancelier. À cette époque, Hitler souffrait de troubles digestifs et d'une fatigue constante. Morel lui proposa un traitement promettant des résultats rapides. Il commença par des probiotiques, des vitamines et de légères doses d'extraits bactériens. Le soulagement fut presque immédiat. Hitler se montra satisfait. Dès lors, Morel devint son médecin attitré. Ce qui suivit fut une dépendance croissante. Chaque fois que Hitler ressentait une douleur, une gêne ou une baisse d'énergie, Morel avait une solution injectable. Il utilisait des mélanges comprenant de la méthamphétamine, des extraits animaux, des vitamines concentrées, de la cocaïne en gouttes nasales, des hormones et des opioïdes légers. Il ne consultait pas d'autres médecins. Il n'expliquait pas les combinaisons. Il agissait simplement. Hitler lui faisait une confiance aveugle. Avec le temps, la quantité de substances augmenta. Dans ses journaux, Morel nota que le Führer pouvait prendre jusqu'à 28 comprimés par jour, en plus de plusieurs injections. Certaines étaient des stimulants, d'autres des calmants. Il recevait aussi des composés expérimentaux, comme des extraits glandulaires animaux et des préparations bactériennes non approuvées. Chaque matin et chaque soir, le dictateur recevait sa dose sans poser de questions sur son contenu. Les membres du cercle rapproché remarquaient le changement. Eva Braun, Albert Speer, Hermann Göring et Heinrich Himmler évitaient de se faire soigner par Morel. Ils le surnommaient le chancelier Söring, en raison de son habitude d'injecter le chef avec une fréquence excessive. Le cabinet du médecin était décrit comme chaotique, désordonné et insalubre. Malgré les plaintes, Hitler le défendait. Il disait que personne ne le comprenait aussi bien.
Pendant la guerre, les injections devinrent plus fréquentes. En 1941, lorsque Hitler souffrit d'un rhume persistant, Morel lui administra de fortes doses de cocaïne en gouttes ophtalmiques. Par la suite, il continua avec des stimulants oraux pour le maintenir actif durant les longues réunions de l'état-major. Dans ses notes, le médecin justifiait ces traitements comme nécessaires pour maintenir le niveau fonctionnel du commandant en chef. Les effets étaient visibles. Hitler commença à souffrir de tremblements aux mains, de sueur excessive, d'insomnie, de sautes d'humeur soudaines et d'une énergie irrégulière alternant euphorie et apathie. Pendant les réunions, il passait de hurler des ordres à rester complètement silencieux, comme absent. Certains pensaient que cela faisait partie de son style. D'autres savaient que quelque chose n'allait pas. Morel ne se contentait pas de traiter Hitler avec des drogues. Il testait également de nouveaux composés. Après l'attentat manqué du 20 juillet 1944, connu sous le nom d'opération Valkyrie, le dictateur fut blessé. Le médecin profita de la situation pour appliquer de la pénicilline topique, un antibiotique encore expérimental. Il ne demanda aucune autorisation. Il le fit de sa propre initiative. Le traitement fonctionna, mais montra jusqu'à quel point il avait un contrôle total sur le corps du Führer. Durant les derniers mois du régime, les injections étaient quotidiennes et multiples. Hitler recevait un mélange de méthamphétamine, de vitamines concentrées, de caféine liquide et de relaxants musculaires. L'objectif était de le maintenir lucide, bien que son état physique fût déjà précaire. Il marchait courbé, tremblait constamment, et son visage était bouffi. Les enregistrements de l'époque montrent une dégradation évidente. Morel continuait à consigner chaque dose. Il gardait des registres détaillés de tout ce qu'il administrait. Après la guerre, ces archives furent retrouvées et analysées. Elles contenaient une liste exhaustive de composés, du bromure de potassium à des dérivés de morphine. Le traitement ne suivait aucun protocole médical. C'était un catalogue improvisé de substances administrées selon les symptômes du moment. Les historiens ayant consulté les rapports s'accordent à dire que Hitler développa une dépendance chimique progressive. Ce n'était pas une addiction classique, mais une forme de contrôle physique entretenue par une personne de confiance. Morel ne se comportait pas comme un médecin conventionnel. Il était un fournisseur permanent de solutions immédiates. Chaque nouveau symptôme appelait une nouvelle substance. À mesure que le Reich s'effondrait, l'état mental de Hitler empirait. Il souffrait d'épisodes de paranoïa, d'insomnie sévère et d'une obsession croissante pour la trahison interne. Il passait des heures enfermé, à dicter des ordres incohérents ou à répéter des idées délirantes. On ne sait pas exactement ce qui relevait de son idéologie, de sa santé mentale ou des effets combinés des médicaments. En avril 1945, le médecin continuait d'administrer des injections alors que le bunker était envahi par la fumée et le bruit. Même alors, Hitler réclamait ces traitements comme s'ils étaient indispensables. Le 22 avril, il eut sa dernière conversation documentée avec Morel. Quelques jours plus tard, le médecin quitta le bunker sur ordre direct. Il ne fut pas présent lors du suicide du dictateur. Il se réfugia dans le sud de l'Allemagne. 3 ans plus tard, il mourut d'un accident vasculaire cérébral. Les archives de Morel, retrouvées par les forces alliées, permirent de reconstituer l'ensemble du traitement. La liste des substances, les doses, les horaires et les combinaisons confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient. Hitler ne gouvernait pas seulement avec des discours et de la volonté. Il gouvernait soutenu par un réseau chimique qui lui permettait de rester actif, tandis que tout s'effondrait autour de lui. Morphine, pouvoir et décadence, l'autre addiction de Göring. Hermann Göring fut l'un des visages les plus visibles du Troisième Reich. Pilote décoré de la Première Guerre mondiale, fondateur de la Gestapo, chef de la Luftwaffe et second dans la hiérarchie après Hitler. Mais il fut aussi un homme marqué par l'addiction. Sa relation avec la morphine commença bien avant la guerre et ne s'acheva jamais vraiment. Pendant des décennies, cette dépendance l'affaiblit physiquement, ruina sa réputation et fit de lui un personnage décadent, éloigné du pouvoir qu'il avait autrefois détenu. L'histoire débuta en 1923, lorsqu'il participa aux côtés de Hitler à la tentative ratée de coup d'État à Munich. Durant la marche, il fut blessé par balle à la jambe. La blessure fut grave. Il fut transporté en secret dans une clinique où on lui administra de la morphine pour soulager la douleur. Le traitement dura plusieurs semaines. Les injections devinrent une partie de sa routine quotidienne.
À sa sortie de l'hôpital, il n'était plus le même. Il boitait, avait pris du poids et avait besoin de ses doses pour tenir debout. Les années suivantes, son état physique se détériora. En 1925, les médecins le décrivaient comme un homme bouffi, pâle et à l'allure d'un vieillard. Ses sautes d'humeur devinrent imprévisibles. Il connut des épisodes de violence, de délire et de perte de contact avec la réalité. Une fois, il attaqua une infirmière qui lui avait refusé une injection. Il fut interné dans un sanatorium en Suède où il passa des jours dans une cellule capitonnée. Il en sortit avec un certificat de santé mentale, mais sa guérison fut partielle. En 1927, il fit sa dernière tentative sérieuse pour arrêter la morphine. Il parvint à une certaine stabilité et retourna dans le monde politique. Pour beaucoup, il semblait avoir surmonté son addiction. En 1928, il obtint un siège au Reichstag. Un an plus tard, il fut élu président du Parlement. Son image publique s'améliora. Il réapparut lors d'actes officiels, bien habillé, avec une prestance de chef d'État. Mais les traces du passé restaient présentes, dissimulées. Durant les années 1930, alors que le pouvoir nazi croissait, Göring semblait maîtriser sa consommation. Toutefois, en 1937, un épisode raviva l'alerte. Alors qu'il se trouvait dans un sauna, il reçut un appel urgent de Hitler. Le lendemain, il développa une fièvre accompagnée d'une violente rage de dents. Le dentiste lui prescrivit un dérivé léger de la morphine, la paracodine. Au départ, cela semblait être une solution temporaire. Mais en quelques semaines, la dose recommandée ne suffisait plus. Il se mit à consommer jusqu'à 10 comprimés par jour, alors que la posologie normale était d'un comprimé toutes les 8 heures, pour une durée limitée. Son dentiste refusa de continuer à prescrire. Göring chercha d'autres sources. À la fin de cette année, sa consommation était constante. La dépendance était revenue, bien que cette fois déguisée en traitement médical légitime. Personne dans son entourage ne pouvait l'ignorer. Le chef de la Luftwaffe, le second homme du Reich, était de nouveau prisonnier de l'addiction. Dans les années suivantes, il accumula des réserves personnelles. Lorsqu'il fut capturé par les Alliés en 1945, il transportait 2 valises pleines de paracodine. On estima qu'il possédait plus de 20 000 comprimés. Les soldats qui l'arrêtèrent pensèrent qu'il s'agissait d'un trafiquant de drogue. Ils ne savaient pas qu'ils avaient devant eux l'un des hommes les plus puissants du régime déchu. Les effets étaient visibles. Son physique était grotesque. Il avait tellement grossi que son uniforme devait être confectionné sur mesure. Il marchait difficilement, transpirait abondamment et peinait à rester debout lors des cérémonies publiques. Ses ennemis le surnommaient le cochon doré, en référence à son embonpoint et à ses uniformes couverts de médailles. Mais même ses alliés commencèrent à le mépriser. Certains officiers le considéraient comme un bouffon incontrôlable, un symbole de décadence entouré de luxe et de comprimés. Lors des procès de Nuremberg, les détails de sa dépendance furent révélés. Göring lui-même admit à son psychiatre avoir consommé de la morphine pendant des années, tout en tentant d'en minimiser l'importance. Il affirma qu'il ne l'utilisait que pour soulager la douleur, mais les dossiers médicaux racontaient une autre histoire. L'addiction n'était pas occasionnelle. Elle faisait partie de sa vie. Les médecins qui l'évaluèrent pendant le procès détectèrent des symptômes clairs: insomnie, sueur, anxiété, changement d'humeur soudain. Malgré cela, il réussit à conserver une certaine lucidité lors des interrogatoires. Certains disent que son esprit restait vif. D'autres pensent qu'il était simplement habitué à fonctionner sous l'effet des opioïdes. Les archives retrouvées après la guerre montrent que son addiction avait été un sujet de discussion dans le cercle nazi. Theodor Morell, le médecin de Hitler, avait alerté sur son état. D'autres membres du parti l'évitaient. Il ne faisait pas confiance à ses décisions, surtout lorsqu'il s'agissait de diriger des opérations militaires. La Luftwaffe, sous son commandement, subit de lourdes défaites. Certains attribuent ces échecs à son manque de discipline, d'autres à la détérioration provoquée par les drogues. Malgré tout, Göring ne perdit pas tous ses privilèges. Il demeurait le visage public du Reich. Il participait aux défilés, prononçait des discours et apparaissait dans les actualités. Mais derrière cette façade se cachait un homme épuisé, soutenu par une consommation constante. La paracodine lui permettait de continuer, mais elle l'enfonçait aussi. Dans les dernières années de la guerre, son influence politique s'éroda. Hitler cessa de l'écouter. D'autres leaders, comme Himmler et Bormann, gagnèrent en pouvoir.
Göring devint insignifiant. Son autorité s'effaçait au rythme de sa dépendance. Il passait plus de temps à sa résidence de Karinhal que dans les centres de commandement. Ses décisions étaient vues comme des caprices. Sa réputation de stratège s'écroulait. Quand les soviétiques approchèrent de Berlin, Göring tenta de prendre le contrôle du gouvernement. Il envoya un télégramme à Hitler proposant de le remplacer comme chef du Reich. La réponse fut immédiate. Trahison. Hitler ordonna son arrestation. Il fut arrêté par ses propres camarades et transféré dans une villa gardée. Là, ses comprimés à portée de main, il attendit la fin. L'homme qui avait dirigé l'armée de l'air allemande, qui avait décoré son manoir de trésors volés et qui parlait comme un empereur, termina sa vie réduite à un prisonnier malade. Son addiction ne le tua pas, mais elle le détruisit politiquement. Lors du procès, il tenta de retrouver un peu de dignité. Il était bien habillé, parlait avec assurance, se défendait avec des arguments. Mais l'image publique était tout autre, celle d'un dirigeant vaincu, marqué par l'abus, affaibli de l'intérieur. Prisonnier de laboratoire, drogue testée dans les camps de concentration. Alors que l'Allemagne développait de nouvelles drogues pour maintenir son armée active, les camps de concentration devinrent des lieux d'expérimentation pour ces formules. Les prisonniers étaient utilisés comme cobayes dans des essais mêlant méthamphétamine, opioïdes, cocaïne et autres composés expérimentaux. Ils ne signaient de rien, ne recevaient aucune explication. Ils obéissaient ou mouraient. L'un des sites clés fut Sachsenhausen, un camp situé au nord de Berlin. En 1944, les nazis y testèrent une nouvelle drogue nommée D9. C'était un mélange de 3 substances, 5 mg d'oxycodone, 5 de cocaïne et 3 de méthamphétamine. Le cocktail était administré sous forme de comprimés, et les premiers à en recevoir furent des prisonniers affaiblis, affamés et malades. Malgré cela, ils marchèrent à plus de 80 km sans repos, portant des sacs de 20 kilos. Ils ne s'arrêtèrent pas, ne ressentaient aucune douleur. Ils continuaient simplement. Les responsables de l'expérience notèrent chaque détail. Temps, réaction, chute, délire, tout était observé. L'objectif était de mesurer la résistance humaine à ses limites. Si les résultats s'avéraient prometteurs, la drogue serait distribuée à des unités spéciales de l'armée. Mais l'avancée alliée interrompit le projet. Il ne fut jamais produit en masse. Les médecins chargés de ces tests n'étaient pas des amateurs. Nombre d'entre eux avaient une formation scientifique, des postes universitaires et des titres reconnus. Mais dans le camp, ils appliquaient une autre logique, celle du régime. Ils utilisaient les prisonniers sans remords, ils voyaient des corps, non des personnes, et ils recherchèrent des résultats, non des remèdes. Dans certains cas, les expériences étaient répétées avec différentes doses pour observer une détérioration progressive. À Dachau, un autre camp de concentration, des tests furent réalisés avec des méthamphétamines liquides. Elles étaient injectées directement dans le bras. Les sujets étaient contraints à des efforts physiques extrêmes, courir, porter des charges, escalader des murs ou rester debout pendant des heures. Lorsqu'un prisonnier s'effondrait, on notait le temps. Ensuite, on décidait s'il recevait une nouvelle dose ou s'il était écarté pour manque d'utilité. Des combinaisons avec de la caféine, de la strychnine ou de l'adrénaline furent également testées. Ces mélanges visaient à renforcer les effets du pervitin ou à en prolonger la durée. Dans certains cas, on tenta de réduire les effets secondaires avec des suppléments nutritionnels, sans succès. Les dommages neurologiques persistaient. On constatait des hallucinations, des convulsions, des pertes de mémoire et, parfois, des morts soudaines. Dans les rapports retrouvés après la guerre, les scientifiques parlèrent de réponses intéressantes, effets utiles ou possibilités opérationnelles pour décrire des résultats qui, en réalité, relevaient de la torture. Il n'était jamais question de patients, mais d'unités de test. Aucun nom n'était utilisé, seulement des numéros. Il ne s'agissait pas de guérir, mais de pousser chaque corps à son maximum. Le programme avait un objectif concret, créer des soldats capables de combattre sans dormir, sans manger et sans ressentir la peur. C'est pourquoi des expérimentations étaient aussi menées sur des prisonniers exposés au froid, à la faim ou à une pression extrême. Ils étaient placés dans des chambres hermétiques après avoir reçu une dose, pour voir s'ils résistaient plus longtemps que d'autres. S'ils y parvenaient, on le notait. Sinon, ils étaient remplacés. L'un des groupes impliqués dans ces études était la Luftwaffe,
Ils avaient besoin de pilotes capables de supporter de longs vols, des combats intenses et des missions suicides. Certains membres d'équipage de sous-marins participèrent également aux essais. On cherchait à savoir si, grâce à certaines pilules, ils pouvaient opérer plus de 24 heures sans perdre le contrôle. Dans plusieurs cas, cela fonctionna. Mais l'effondrement qui suivait était inévitable. Les expériences ne se limitèrent pas aux adultes. À Ravensbrück, un camp destiné principalement aux femmes, des essais furent menés sur de jeunes prisonnières. On leur administrait des stimulants pour voir si leur corps, plus léger et sans entraînement militaire, réagissait de la même manière. Certaines ne survécurent pas, d'autres gardèrent des séquelles permanentes. Aucune ne reçut de traitement ensuite. La majorité de ces essais se déroulaient dans le secret. Même d'autres officiers du camp ignoraient ce qui se passait dans les baraques réservées à l'expérimentation. Les médecins portaient des blouses propres, prenaient des notes, utilisaient un langage clinique. Mais ce qu'ils faisaient n'avait rien de scientifique. C'était une industrie de souffrance à des fins militaires. L'argument officiel était simple. En temps de guerre, tout est permis si cela permet de gagner. Mais la vérité est que beaucoup de ces expériences ne furent jamais appliquées sur le front. Elles restèrent sur papier, dans des rapports techniques qui servent aujourd'hui de preuve de crime. Les connaissances acquises ne furent pas utilisées pour guérir, mais pour renforcer un système fondé sur la déshumanisation totale. Lors des procès d'après-guerre, plusieurs médecins tentèrent de se défendre en affirmant qu'ils suivaient des ordres. D'autres déclarèrent qu'ils recherchaient des avancées scientifiques. Certains allèrent jusqu'à prétendre que les prisonniers se portaient volontaires, mais les témoignages, les documents et les autopsies montrèrent une autre réalité. Les drogues étaient utilisées comme armes invisibles, non seulement pour combattre, mais pour expérimenter jusqu'à l'épuisement total. Les camps de concentration furent à la fois des prisons, des centres d'extermination et des laboratoires. Les drogues furent un outil de plus dans l'appareil de contrôle. Elles n'étaient pas seulement données aux soldats, elles étaient testées sur les victimes. L'objectif n'était pas de sauver des vies, il était de prolonger la guerre à l'intérieur même du corps humain, de transformer la résistance physique en épreuve et la douleur en donnée. Mission suicide, l'escadron Léonidas et la méthamphétamine. En 1945, le Troisième Reich vacillait. Les villes étaient en ruine, les civils sans abri, et le front militaire s'effondrait de toutes parts. Face à ce panorama, les hauts commandements de la Luftwaffe cherchèrent une solution désespérée. Ils décidèrent de copier les kamikazes japonais, créer une unité de pilotes allemands prêts à mourir. Ainsi naquit l'escadron Léonidas, une force suicide mêlant fanatisme, propagande et une dose létale de drogue. Tout commença lorsqu'un jeune colonel proposa d'utiliser des chasseurs allemands pour les précipiter directement contre les bombardiers alliés. L'idée était simple. S'ils ne pouvaient les abattre par les tirs, ils les détruiraient par l'impact des corps des pilotes eux-mêmes. La défense aérienne allemande était affaiblie et les attaques quotidiennes des B-24 dévastèrent les villes. Dans ce contexte, la proposition fut acceptée. Le nom de l'unité avait une fonction symbolique, rendre hommage aux 300 Spartiates morts aux Thermopyles. C'est ainsi que l'escadron Léonidas fut formé. La sélection fut rapide. 2000 hommes se portèrent involontaires. Parmi eux, seuls 300 furent choisis. Tous étaient jeunes, pour la plupart sans expérience de combat. Ils reçurent un entraînement accéléré. En seulement 10 jours, on leur apprit à voler en ligne droite, à maintenir l'altitude et à percuter une cible depuis l'arrière. Il n'y avait pas de simulation réelle. Pas assez de carburant ni de pièces de rechange. Les avions étaient vieux, mal entretenus, sans marge d'erreur. Les commandants savaient que la seule volonté ne suffisait pas. Il fallait préparer les pilotes mentalement et physiquement à une mort quasi certaine. Pour cela, ils utilisèrent toutes les substances disponibles, méthamphétamine, cocaïne, opiacés, alcool. L'objectif était de supprimer la peur, d'augmenter l'agressivité et de bloquer toute pensée de fuite. Avant de monter dans les avions, les pilotes étaient soumis à des séances intensives de conditionnement. On leur faisait chanter des hymnes de guerre, on leur montrait des images de ruines, d'enfants morts, de femmes ensevelies sous les décombres. Ensuite, on leur administrait les doses. La veille de la première attaque, un dîner spécial fut organisé. Un banquet à la carte, avec musique et discours patriotiques. On voulait qu'ils se sentent partie prenante de quelque chose de grand, qu'ils croient en une mission sacrée, qu'ils ne songent pas à revenir.
L'ordre était clair, décoller, écouter les coordonnées à la radio, identifier les bombardiers et se lancer sans hésiter. L'objectif n'était révélé qu'en vol pour éviter les désertions. Le 7 avril 1945 eut lieu la première attaque. 180 chasseurs décollèrent pour affronter une formation de 13 bombardiers lourds et 800 chasseurs d'escorte. Chaque pilote entendait dans son casque une voix répétant sans cesse « Tu n'es rien, le peuple est tout ». C'était un mot d'ordre, mais aussi une stratégie de dépersonnalisation. Ils voulaient que les pilotes oublient qui ils étaient et agissent comme des pièces interchangeables. En théorie, la tactique était simple, se placer à 6 heures du bombardier dans son angle mort et percuter la queue avec l'hélice. Cela rompait le stabilisateur et faisait perdre le contrôle de l'appareil ennemi. Une autre option était de frapper l'aile, voire la cabine directement. Les instructeurs savaient que les pilotes avaient une fraction de seconde pour toucher leur cible. C'est pourquoi toute manœuvre complexe fut écartée. Une fois dans les airs, certains commencèrent à regretter. 60 revinrent à la base pour des pannes techniques ou par peur. D'autres furent abattus avant d'approcher. Seuls quelques-uns atteignirent les bombardiers. Le premier impact fut celui de Heinrich Henkel. Il réussit à détruire l'appareil de tête. Il sauta à temps et survécut. D'autres n'eurent pas cette chance. Les hélices et ailes des chasseurs devinrent des lames tranchant le métal ennemi. Certains impacts furent si violents qu'ils désintégrèrent les deux avions. La bataille ne dura que 45 minutes. Le bilan fut confus. L'offensive alliée ne fut pas stoppée. La plupart des pilotes moururent sans atteindre leur cible. Mais pour la propagande nazie, cela suffisait. Des images furent diffusées, des noms célébrés, des phrases patriotiques prononcées. On les présenta comme des héros. Le sacrifice devint un argument de dernière heure pour redonner du moral. En privé, cependant, les commandants reconnurent l'échec. Aucune autre opération similaire ne fut organisée. Les archives montrent que les drogues n'étaient pas un simple complément. Elles étaient essentielles. Sans elles, la mission n'aurait pas été possible. Les témoignages des survivants décrivent des états d'euphorie, une déconnexion émotionnelle, une absence totale de peur. L'un raconta comment il volait en chantant, un sourire aux lèvres, ayant l'impression que le ciel l'appelait. Un autre dit que son corps ne tremblait pas, mais que son esprit était éteint. L'escadron Léonidas fut la preuve de jusqu'où un régime pouvait aller dans sa phase terminale. Utiliser de jeunes hommes sans expérience, les droguer et les envoyer mourir sans garantie de succès. La technologie ne comptait plus. Les stratégies échouaient. Il ne restait que le corps humain comme arme. Et pour cela, il fallait altérer la conscience. Il ne s'agissait pas d'héroïsme, mais de chimie. Même si beaucoup de pilotes moururent sans savoir s'ils avaient atteint leur objectif, leurs noms furent gravés sur les murs des derniers bunkers nazis. Pour certains, ils furent des martyrs. Pour d'autres, les victimes d'une machine qui n'hésita pas à sacrifier sa propre jeunesse au nom d'une guerre perdue. Le dopage du pouvoir, drogue dans les SS et la hiérarchie nazie. Dans l'imaginaire nazi, la discipline était une vertu essentielle. Les dirigeants prenaient la pureté, l'ordre et le contrôle absolu du corps et de l'esprit. Mais en pratique, nombre des hommes les plus puissants du Troisième Reich consommaient régulièrement des drogues. Il ne s'agissait pas de simples stimulants. C'était une culture dans laquelle les substances chimiques étaient perçues comme des outils de performance, de pouvoir ou d'évasion. La contradiction entre le discours officiel et les habitudes privées marqua toute l'élite du régime. Les SS, conçus comme un ordre d'élite, n'étaient pas étrangères à ces pratiques. Bien que leur idéologie interdise la faiblesse et exalte la force physique, la consommation de substances était bien plus répandue qu'on ne l'admettait. Le pervitin circulait librement dans leurs rangs. Il était administré avant des opérations à haut risque, des interrogatoires prolongés ou des journées sans repos. Certains officiers transportaient leur propre dose, répartis dans de petits flacons comme partie intégrante de leur équipement personnel. Le cas le plus célèbre fut celui de Heinrich Himmler. En tant que chef des SS, il dirigeait les camps de concentration, les opérations d'extermination et les missions spéciales. Il avait une routine stricte, mais était aussi un consommateur habituel de compléments chimiques. Il utilisait des toniques renforcés, des sirops stimulants et des préparations pharmaceutiques prescrites par les médecins du parti. Bien qu'il évitât les injections, il préférait les capsules qui lui permettaient de poursuivre sans pause. Ses agendas personnels contiennent des mentions de plus de 15 préparations différentes utilisées en seulement un trimestre.
Certains officiers sur le terrain utilisaient également de la cocaïne en gouttes nasales. Ils l'appliquaient avant des interrogatoires ou des combats rapprochés. La drogue leur procurait un état d'alerte exagéré qu'ils confondaient avec une clarté mentale. Dans certaines unités SS, il était courant que les commandants partagent ces préparations avec leurs hommes, comme une partie de la routine opérationnelle. Personne ne le remettait en question. Rien n'était noté. Mais tout le monde le savait. Lors de réunions officielles, les boissons servies contenaient parfois des stimulants dissous. L'alcool était également présent, bien que modérément. Il était utilisé pour relâcher les tensions après des décisions difficiles. Les discours idéologiques sur la sobriété s'évaporaient dans l'intimité des bureaux. Dans ces pièces, entre portraits et cartes, drogues et pouvoirs, se mêlaient comme partie d'un même rituel. L'un des cas les moins documentés mais significatifs fut celui d'Ernst Kaltenbrunner. En tant que chef de l'Office central de sécurité du Reich, il coordonnait les arrestations massives, les déportations et les assassinats systématiques. Durant ses heures de travail, il consommait des préparations contenant des alcaloïdes végétaux pour rester alerte. Certains témoins rapportèrent que dans ces moments d'euphorie, il parlait sans arrêt, donnait des ordres contradictoires, puis restait silencieux pendant plusieurs minutes. Rien de cela n'était fortuit. La plupart de ces hommes savaient ce qu'ils prenaient. Ils n'étaient pas des victimes, ils étaient des utilisateurs réguliers. Certains disposaient même de médecins personnels qui ajustaient les doses en fonction de la charge de travail ou de leur état émotionnel. Théodore Morel, le médecin de Hitler, fut consulté à plusieurs reprises par d'autres dignitaires, bien que peu acceptassent de se faire soigner par lui à cause de son hygiène douteuse. Il préférait engager des spécialistes privés qui leur proposaient des mélanges discrets, loin des regards du parti. Les dossiers médicaux découverts après la guerre montrent que la consommation de drogue parmi l'élite du Reich n'était pas anecdotique. Elle était structurelle. Certains utilisaient des dérivés de l'opium pour apaiser leur douleur, d'autres prenaient des somnifères, et beaucoup combinaient stimulants et tranquillisants pour maintenir un équilibre artificiel. Il s'agissait de vivre sous une pression constante, de prendre des décisions brutales et de maintenir une image de contrôle absolu. Les substances contribuaient à maintenir cette mise en scène. Dans les hautes sphères des SS, la consommation avait aussi une fonction. Lors des déportations massives, par exemple, certains officiers prenaient des tranquillisants pour ne pas perdre le contrôle. Lors des interrogatoires, d'autres utilisaient des comprimés pour rester éveillés pendant de longues heures. Même lors des exécutions, on a relevé des cas d'usage d'alcool ou de méthamphétamine par le personnel pour éviter l'effondrement nerveux. Les témoignages ultérieurs révèlent que certains justifiaient leur comportement en disant qu'ils agissaient sous l'effet de drogue. Mais cela ne les empêchait pas de donner des ordres ni d'exécuter des plans. Les drogues n'étaient pas une excuse, c'était une ressource de plus, une extension de l'uniforme, un complément du pouvoir. Dans les fêtes privées de certains dignitaires, comme celles organisées à Karinhal par Hermann Göring, on servait des préparations contenant de légers stimulants. Les invités buvaient, riaient et commentaient des opérations récentes comme s'il s'agissait de simples manœuvres techniques. Dans cet environnement, la frontière entre le crime et la banalité devenait floue. Les drogues aidaient à maintenir cet état de détachement. La contradiction était flagrante. Tandis que la propagande prônait une jeunesse saine, des corps forts et des esprits clairs, les dirigeants se soutenaient avec des substances qui altéraient tout cela. Le culte du corps coexistait avec la dépendance chimique. L'image du soldat invincible se construisait à coups de pilules. La figure du commandant calme était maintenue par des toniques et des capsules. Aucun de ces hommes ne fut contraint de consommer. Ils le firent par commodité, parce que cela leur permettait de tenir plus longtemps, de produire davantage ou simplement d'éviter de penser. La guerre ne se menait pas seulement avec des armes. Elle se maintenait aussi avec des flacons, des seringues et des prescriptions. L'élite nazie ne fut pas étrangère à cette consommation. Elle fut une actrice active de cette culture chimique. La fin drogue, chaos chimique au crépuscule du Troisième Reich. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était en ruine. Les villes n'étaient que décombres, les fronts reculaient et les hauts commandements ne croyaient plus à la victoire. Mais une chose continuait de fonctionner, l'approvisionnement en drogue. Alors que tout s'effondrait, la dépendance chimique des soldats, des officiers et des dirigeants s'intensifia. Les substances n'étaient plus un complément,
elles devinrent nécessaires pour continuer à respirer. Dans les hôpitaux de campagne, les médecins militaires administraient morphine et méthamphétamine sans contrôle. Il n'y avait plus de protocole. Les blessures étaient traitées avec des analgésiques puissants et les longues périodes de service étaient compensées par du Pervitin. Certains soldats restaient éveillés plus de 4 jours, opérant des machines ou tirant depuis des tranchées gelées. La priorité n'était plus de les soigner. Elle était de les maintenir actifs le plus longtemps possible avant l'arrivée de l'ennemi. Le front de l'Est devint un terrain d'expérimentation involontaire. Les soldats allemands combattaient sans répit. Ils recevaient comprimés et injections directement sur le champ de bataille. Les services médicaux, faute de fournitures adéquates, utilisaient toute drogue disponible. Souvent, ils n'avaient pas le choix. Le froid, la faim et la terreur paralysaient les hommes. Les pilules étaient la seule manière d'avancer. À Berlin, les hauts dirigeants augmentaient aussi leur dose. Hitler restait sous le traitement de Morel, recevant des injections quotidiennes. Les registres montrent qu'en avril 1945, il recevait stimulants, sédatifs, hormones et barbituriques sans interruption. Les enregistrements de ce mois le montrent tremblant, voûté et absent. Pourtant, il continuait à prendre des décisions. Théodore Morel notait chaque médicament. Il ne suspendait aucun composé, même lorsque les effets se superposaient. On cherchait à éviter tout symptôme de sevrage. Si Hitler passait plus de 6 heures sans injection, apparaissaient sueur, maux de tête, désorientation. Morel le savait. Il portait donc une mallette contenant plus de 40 flacons différents, prêts à être administrés sans pause. Göring, quant à lui, avait accumulé plus de 20 000 comprimés de paracodine. Lorsqu'il fut capturé, les soldats alliés pensèrent avoir affaire à un trafiquant. Ils ignoraient qu'ils avaient devant eux le second homme le plus puissant du Reich. Son apparence était grotesque, obèse, en sueur, presque incapable de marcher. Il avait consommé des opioïdes pendant des années et avait doublé les doses dans les dernières semaines. Non pour une douleur physique, pour l'anxiété. Dans d'autres régions du Reich, les généraux ordonnaient de distribuer des stimulants à des troupes entières avant les combats. Les rapports d'avril évoquent des cas où les soldats combattaient avec une énergie incontrôlée. Ils n'obéissaient plus aux ordres. Ils tiraient sans viser, hurlaient sans raison, puis s'effondraient dans la boue. L'effet des drogues avait dépassé leur objectif initial. Elles ne servaient plus à améliorer la performance. Elles ne faisaient que prolonger la chute. Dans les écoles de cadets, les jeunes étaient dopés avant d'être envoyés défendre des positions impossibles. Certains n'avaient que 15 ans. On leur remettait une arme, un brassard à croix gammée et une dose de pervitine. On leur promettait qu'ils seraient des héros. La majorité ne survivait pas une journée, mais dans les communiqués officiels, on les appelait « défenseurs du Reich ». L'usage des drogues ne se limitait pas aux champs de bataille. Dans les bureaux de propagande, les bunkers et même les usines, on consommait des préparations pour résister à la pression. Certains techniciens radio prenaient de la caféine liquide combinée à du méthylphénidate. Les opérateurs de défense antiaérienne utilisaient des benzodiazépines pour calmer leurs nerfs. Il n'y avait aucun contrôle centralisé. Chaque unité improvisait selon ses besoins et son stock. Le marché noir prospérait. Certains officiers échangeaient leurs rations contre des comprimés. D'autres volèrent directement dans les entrepôts. Les seringues étaient partagées. On s'injectait dans les couloirs, les tranchées, les caves. Le protocole sanitaire n'importait plus. Seule comptait la survie de quelques heures supplémentaires. Dans certains bataillons, les soldats ne distinguaient plus les effets des drogues de la fatigue réelle. Les conséquences étaient visibles. Psychose, hallucinations, agressivité extrême. On rapporta des cas de soldats tirant sur leurs propres camarades, persuadés qu'ils étaient des espions. D'autres refusaient de se mettre à l'abri et couraient vers le feu ennemi en riant. Certains s'endormaient avec leur arme en main et ne se réveillaient pas. Ils mouraient d'arrêt cardiaque, de surdose ou d'épuisement irréversible. Les médecins de l'arrière tentaient de contenir la situation. Mais ils ne pouvaient plus rien faire. Il n'y avait plus de ressources, plus de temps, plus d'autorité claire. Dans certains hôpitaux de fortune, les médecins administraient la morphine directement sur les lèvres des blessés. C'était tout ce qu'ils avaient. La seule chose qui calmait la peur, ne serait-ce que quelques minutes. Les dernières semaines du Reich furent une combinaison de destruction physique, d'effondrement moral et de chaos chimique. La consommation de drogue avait cessé d'être un outil stratégique. Elle était devenue une routine désespérée.
Plus personne n'espérait gagner. On cherchait simplement à survivre jusqu'au lendemain. Les substances n'étaient plus utilisées pour avancer. Elles servaient à ne pas céder. Dans le bunker de Berlin, alors que les bombes pleuvaient et que les troupes soviétiques avançaient, les dirigeants poursuivaient leur traitement. Hitler ne cessa de recevoir ces injections que le 29 avril. Ce jour-là, Morel fut expulsé du bunker. Le dictateur signa son testament politique et se retrancha. Le lendemain, il se suicida. Ce fut la fin de son régime et aussi celle de la plus vaste expérimentation pharmacologique de la guerre. Après la reddition, les Alliés découvrirent des entrepôts remplis de millions de comprimés non distribués. Ils mirent aussi la main sur des documents contenant des formules de nouvelles drogues, des tests sur humains et des registres de distribution. Ce qui avait commencé comme une mesure ponctuelle pour améliorer la performance militaire s'était transformé en un réseau de dépendance institutionnalisé qui marqua toute une génération. Résidus chimiques, ce qui resta du programme de drogue. Lorsque le Troisième Reich s'effondra en mai 1945, les Alliés découvrirent bien plus que des ruines, des armes et des documents. Ils mirent au jour un réseau de production et d'administration de drogue à grande échelle. Il ne s'agissait pas uniquement de pervitin ou d'opioïdes. Il existait des listes de formules, des combinaisons, des essais cliniques non autorisés, ainsi que les vestiges de programmes d'expérimentation dans les camps de concentration. Cette découverte souleva une véritable paradoxe, condamner les crimes tout en cherchant à tirer profit des résultats. L'un des premiers à s'intéresser à cet héritage fut l'armée américaine. Grâce à l'opération Paperclip, des scientifiques allemands ayant travaillé dans les laboratoires du régime nazi furent transférés aux États-Unis. Bien que nombre d'entre eux aient été liés à des expériences sur des humains, leurs connaissances sur les drogues, la résistance physique et la manipulation chimique du corps humain furent jugées précieuses à des fins militaires. Parmi les documents récupérés figuraient des études détaillées sur l'usage combiné de méthamphétamine, de cocaïne et d'oxycodone. Ces formules avaient été testées sur des soldats, des prisonniers et des pilotes. Certains rapports contenaient des données sur la tolérance, les effets secondaires, le temps de réaction et les performances physiques. Malgré leur origine, ces recherches influencèrent le développement ultérieur de stimulants utilisés par les militaires durant la guerre froide. En Europe, les pays occupés découvrirent eux aussi des traces de l'expérimentation nazie sur les drogues. En France et en Belgique, des cargaisons de pervitin furent saisies. En Norvège, des cas de soldats continuant à en consommer plusieurs mois après la reddition furent documentés. Ils ignoraient qu'il s'agissait d'une drogue illégale. Pour eux, cela faisait simplement partie de l'équipement militaire. Lors des procès de Nuremberg, la question des drogues ne fut pas au centre des débats. Leur usage fut mentionné, mais pas traité comme un crime en soi. Cependant, les témoignages de certains médecins et officiers montrèrent clairement que l'usage des drogues relevait d'une politique d'État et non de décisions individuelles. Cela faisait partie intégrante de la stratégie de guerre. Dans les années qui suivirent, l'industrie pharmaceutique internationale réexamina plusieurs des composés développés en Allemagne. La méthamphétamine, par exemple, fut reclassifiée et soumise à des restrictions. Dans certains pays, elle fut utilisée sur prescription médicale pour traiter les troubles de l'attention ou comme coupe-faim. Mais dans presque tous les cas, son fort potentiel addictif fut reconnu. L'oxycodone poursuivit également son chemin. Synthétisée pour la première fois en Allemagne en 1916, elle fut l'un des composants des cocktails nazis administrés aux soldats durant la guerre. À partir de 1945, elle fut utilisée pour traiter la douleur chez les anciens combattants. Des décennies plus tard, elle devint le centre d'une crise de santé publique majeure aux États-Unis en raison de son usage abusif et de la forte dépendance qu'elle générait. Ce qui avait été conçu comme médicament se transforma en une drogue dévastatrice. Un autre des héritages les moins visibles fut la normalisation de l'usage des substances à des fins de contrôle. Le Troisième Reich ne promouvait pas la consommation récréative, mais fonctionnelle. Les drogues étaient administrées pour travailler plus, combattre sans peur, dormir moins, interroger avec plus d'intensité ou ignorer la douleur. Cette logique, transposée dans d'autres contextes, servit de modèle à certains programmes militaires et expérimentations sur la performance humaine dans d'autres puissances. En Union soviétique, par exemple, durant les années 50, des substances dérivées du pervitin furent testées sur des cosmonautes et des soldats. Aux États-Unis, des programmes comme MK Ultra furent développés,
dans lesquels on expérimenta des drogues pour modifier le comportement. Même si cela n'était pas toujours explicité, l'antécédent nazi était présent comme référence technique. En Allemagne, le processus de désintoxication fut lent. Durant les années 50, on retrouvait encore des restes de Pervitin dans des trousses de secours rurales. Certaines générations grandirent avec l'idée que certaines pilules faisaient partie de la vie quotidienne. Il y eut des campagnes d'information, des changements législatifs et une tentative d'effacer ce passé. Mais les effets sociaux de près d'une décennie de consommation institutionnalisée ne disparurent pas facilement. Les historiens de la médecine commencèrent à étudier ces questions seulement à partir des années 80. Ce n'est qu'alors qu'apparurent des travaux documentant l'usage massif de drogue dans le Troisième Reich. Avant cela, le sujet était marginal. L'image du soldat nazi était associée au fanatisme et à la discipline, pas à la dépendance pharmacologique, mais les archives racontaient autre chose. Le livre Blitzed du journaliste allemand Norman Ohler fut l'un des premiers à réunir toutes ces informations de manière accessible. Il montra comment les substances étaient au cœur de l'appareil militaire, et non en marge. Comment les décisions stratégiques étaient prises sous l'effet de composés chimiques, et comment les principaux dirigeants du régime dépendaient de médicaments pour rester fonctionnels. Une autre contribution importante fut l'étude des entreprises pharmaceutiques ayant collaboré avec le régime. Des firmes comme Temmler ne disparurent pas après la guerre. Certaines fusionnèrent, d'autres changèrent de nom, mais elles poursuivirent leurs activités. Les documents concernant leur rôle dans la production et la distribution de drogue furent ignorés pendant des décennies. Ce n'est que récemment qu'ils commencèrent à être réexaminés. Le cas de Théodore Morel fut également réévalué par la médecine moderne. Bien que ces méthodes aient été discréditées, ces archives permirent de comprendre comment des combinaisons multiples de drogues étaient administrées sans supervision. Bon nombre de ces préparations contenaient des éléments qui seraient aujourd'hui considérés comme dangereux, barbituriques, stimulants combinés, extraits hormonaux non testés. Pourtant, son influence sur la manière de soigner le pouvoir ne fut pas négligeable. Aujourd'hui, l'héritage toxique du Troisième Reich ne réside pas seulement dans ses crimes visibles, mais aussi dans les traces chimiques qu'il a laissées. La relation entre drogue et pouvoir, entre science et obéissance, entre performance et dépendance, fut explorée comme jamais auparavant. Non pour améliorer la vie, mais pour soutenir une guerre.